Donc bonsoir à tous, on va parler de comment consommer une API HTTP dans une application Redux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec Redux? Ouais, c'est pas mal, c'est un peu plus que j'espérais. Donc le programme est un peu chargé, je vous avais prévenu que c'est illisible. Le programme est un peu chargé, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Redux, c'est un data store qui nous sert à stocker l'état de notre application. Donc, en gros, on va avoir un gros objet JSON dans lequel on va pouvoir aller lire ou écrire des choses pour définir ce qu'on va rendre sur notre application. C'est écrit à la fin, mais en fait c'est en JavaScript, donc c'est pour mettre dans le navigateur ou pour faire du pré-rendu sur le serveur. Ça va bien avec React. Le store, il émet un événement quand il change. Donc on peut l'écouter et dire bah, mon état d'application a changé et je fais quelque chose. Typiquement, je rends ma vue. Et il accepte des actions pour pouvoir mettre à jour le store. Donc pour écrire dedans, on va envoyer une action, le store va changer, l'état du store va changer. Donc on va notifier notre vue de se rendre et quand l'utilisateur va faire quelque chose, il va envoyer une action qui va modifier l'état. On va notifier notre vue de se rendre, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça va bien avec React, parce qu'on a React, c'est plus ou moins une fonction qui prend des propriétés et qui va lancer la vue. Tout ça, ça tient dans 7 kg de JavaScript, donc c'est vraiment une petite librairie pour architecturer son application. L'exemple le plus simple, c'est un compteur. De toute façon, quand on parle de Redux, il faut forcément mettre un compteur parce que sinon les gens pensent que c'est une techno sérieuse. Donc pour commencer, on importe la fonction createStore, on définit notre état initial, donc là on a un compteur qui est à 0. On définit une fonction qui s'appelle un reducer, c'est une fonction qu'on va donner au store qui prend l'état actuel, l'action qu'elle reçoit et qui va retourner le nouvel état. Donc c'est une fonction sans effet de bord. Et puis voilà, chaque fois qu'on dispatche une action, elle va passer dans ce reducer et puis il va dire « Ah, j'ai été dans cet état-là, je reçois ça, tiens, ton nouvel état c'est ça ». Et si vous avez suivi, on a le store qui va notifier et on a la vue qui recommence, qui se rend. Donc on crée notre store, on crée une fonction de rendu. C'est encore plus simple que React, ça s'appelle console.log et franchement ça marche du feu de Dieu. Il ne faut juste pas avoir trop d'utilisateurs, mais sinon ça marche bien. On fait notre rendu initial et on va lui dire toutes les secondes tu dispatches une action qui est incrémente et comme on avait défini avant, quand il reçoit incrémente, il va dire le compteur il s'incrémente de 1 et ben boum, on a une super appli qui toutes les secondes va nous loguer dans la console la valeur du compteur qui va s'augmenter de 1. Voilà. Donc c'est vraiment l'appli la plus simple du monde et si jamais en l'avant en démo, je vous avais prévenu, il y avait un choix de couleur qui était au mieux questionnable. Donc la démo, j'ai rajouté des boutons pour faire beau. Quand je clique, c'est là qu'on clique, il y a des boutons pour ça, ça va dispatcher une action, donc ça fait un choix de couleur encore questionnable. On a notre store qui se met à jour et tout ça. Là tout de suite, ça se fait tout en même temps, c'est-à-dire que je dispatche mon action et le store il est mis à jour immédiatement. Comme on va parler de requête HTTP, le but ça va être de faire de la synchrone tout à l'heure, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est moche et en plus on a l'impression que ça sert à rien, mais tout à l'heure les slides ils seront juste moches et on verra des choses qui se passent. Il y a un autre concept, c'est les middleware. Donc les middleware c'est quelque chose qui va intercepter, qu'on met entre le dispatch de l'action et le reducer. Et donc toutes les actions, elles vont passer à travers les middleware et eux, ils ont la liberté soit de dispatcher d'autres actions, soit de les intercepter, soit de faire ce qu'ils veulent en fait. Et d'après la doc de Redux, c'est ici qu'il faudrait gérer les entrées-sorties. Ça tombe bien, requête HTTP, c'est une sorte d'entrée-sortie. Donc je pense que c'est un truc qu'on va en voir un peu après dans la présentation. Normalement c'était centré au milieu, là c'est juste... voilà, donc on va voir ce que c'est que la synchrone dans une application. Donc le principe c'est je clique sur mon bouton, je vais dispatcher une action, là j'ai un set timeout qui va me dire vas-y mets à jour l'état en dispatchant increment. Donc on voit bien, on a plusieurs étapes qui se passent, donc je clique sur un bouton et j'ai des choses qui sont asynchrones. Pour faire de la synchrone, on a le
la première chose qui est recommandée, c'est Redux Sync. En gros, c'est un middleware qu'on enregistre au niveau du store. Et si jamais l'action qu'on a dispatchée, c'est non pas un objet JavaScript, mais une fonction, il va l'exécuter en injectant les deux fonctions du store qui sont utiles, dispatch et getState. Donc voilà, c'est vraiment ultra simple. Toujours notre exemple, on va importer Sync, et dedans on va définir notre store. Dans notre store, on lui dit enregistre un middleware. Je pense que c'est assez explicite. Et puis quand on définit une action, on dit au lieu de définir juste une action en plain object, on définit une fonction, elle récupère dispatch, et à partir de là, on fait ce qu'on veut, on a même le droit de mettre un set timeout ou de faire autre chose. C'est vraiment simple, c'est très flexible, c'est pas... comment dire, il peut y avoir un peu de code boilerplate. Okay, en fait, en vrai, il y a plein de code boilerplate à écrire à chaque fois, mais par contre, il n'y a pas de learning curve, ce qui fait que n'importe qui arrive, et c'est juste du JavaScript. Tout de suite, il va comprendre ce que fait votre action. Il y a d'autres choses, j'avais prévu de les montrer, et puis je sais que j'aurai pas le temps. Donc, il y a Redux Saga, il y a Redux Observable, il y a Redux Logic. Tout ça, c'est des middleware. On va enregistrer dedans notre logique, et quand on va dispatcher des actions, le middleware va l'intercepter, il va exécuter notre logique. Donc voilà, c'est toujours assez puissant tous ces trucs-là. C'est pas forcément évident à manier parce qu'il y a soit des fonctions, soit de la configuration, soit tout ça. Et nous, on a pris le parti d'utiliser Redux Sync, et on est vraiment content avec depuis 1 an et demi. Enfin, ça nous suffit en fait. On avait pas mal de code boilerplate, mais c'est un peu le sujet de la suite, donc je vais pas spoiler. Donc les interactions HTTP, comment ça marche d'un point de vue UI? C'est vraiment pire que tout là. D'un point de vue UI, quand on clique, on a une interaction, et là on a un loader qui se fait, et normalement, voilà, ça se voit vraiment pas. Mais le principe, c'est toujours un peu ça, c'est que l'utilisateur, on a une inconnue, deux inconnues, qui sont quand est-ce que l'utilisateur va lancer quelque chose. Bon, à la limite, on sait faire, c'est une action. Et on a une autre inconnue qui est quand le réseau va prendre du temps et il faut qu'on fasse patienter l'utilisateur. Donc, d'un point de vue UI, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quand est-ce qu'on commence à charger, et si la requête elle est en succès ou si jamais elle est en échec. D'un point de vue développeur, on a besoin donc de savoir quand commence la requête, on a besoin de savoir quand elle est arrivée et son statut, mais on a aussi besoin d'une configuration. Parce que si on regarde, on fait du pré-rendu sur le serveur, on fait du rendu dans le navigateur. Déjà, ce n'est pas les mêmes endpoints d'API qu'on va taper. Ensuite, on a potentiellement plusieurs environnements, et selon les environnements, on a encore une configuration qui est différente. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on va faire des requêtes HTTP. On ne va pas pouvoir juste lui dire appelle cette URL, parce que quand on va déployer en prod, ça marchera peut-être et ça ne marchera plus en dev. Enfin, c'est pas possible. Donc on a vraiment ces besoins de pouvoir configurer. C'est important pour la suite. La première manière de faire des requêtes HTTP, donc, c'est si vous avez un client pour votre API, vous le mettez dans un middleware, et toutes les actions qui sont dispatchées, donc je vais un peu vite, mais et qui sont des objets, et qui ont une méthode qui s'appelle API, vous appelez cette méthode API, et vous lui balancez le client à l'intérieur, et à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez dispatcher des actions, vous pouvez récupérer vos postes, et selon le statut, vous réutilisez les fonctionnalités de votre client. Votre client, il sait déjà parser vos erreurs, il sait déjà parser vos données. Donc, si vous avez un client, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Nous, on n'avait pas de client, donc de toute façon, il fallait tous palucher. Donc, on a commencé assez simplement avec Sync, le middleware qu'on a vu tout à l'heure, et Fetch, la méthode Fetch de base qui est dans les navigateurs récents, et puis sinon il y a des polyfills, et puis sinon de toute façon notre code il passe à travers une chaîne de build qui n'est pas complexe mais juste incompréhensible, donc il n'y a pas de problème, on fera croire qu'on a dans le navigateur du client. Je ne vais pas passer tout en détail, mais en gros on crée un action créateur qui prend une URL, des options, qui ensuite va faire un appel à Sync,
tout ça, on dispatche des choses. Enfin, vous voyez, c'est assez lourd, il y a pas mal de code juste pour rien en fait, là, parce qu'on a juste dit tu fais une requête Ajax et puis tu n'as rien fait avec. Derrière, il faut écrire un reducer, il faut écrire tout notre code qui va aller sélectionner dans l'état. Enfin, ça peut être assez long. Donc, dans les choses qu'on a appris à partir de là, c'est qu'il fallait donc qu'on injecte les options pour fetch et qu'on ne pouvait pas se permettre juste de les avoir en paramètres parce que sinon c'était trop lourd de les traîner dans toute l'application. Il y avait trop de boilerplate pour le code des actions. Il fallait à chaque fois gérer les start, stop, enfin le statut de la requête. À chaque fois, il fallait parser l'erreur. À chaque fois, on ne savait pas si le code de réponse, on devait le parser dans le reducer ou dans l'action. Et donc, ça devenait généralement un mix des deux. C'était compliqué à suivre. Donc, on s'est dit, on va commencer par mettre un middleware qui va faire nos requêtes Ajax pour nous. Il y a deux choses dans ce middleware. D'abord, on va l'enregistrer au niveau du store. Au début, on lui passait des arguments et puis on s'est rendu compte que passer des arguments, c'était bien, mais qu'on n'avait généralement pas toute notre appli qui était bootée et donc pas tous nos services qui étaient disponibles à la construction. Donc on ne pouvait pas le mettre dans le constructeur, toute la config. Donc on a décidé de balancer une action un peu plus tard, juste avant le premier rendu. On balance une action et elle va mettre à jour la configuration du middleware. Si vous faites du Redux, ça change la vie, ça. Voilà, donc je voulais en parler rapidement. Et ensuite, comment se passe un appel Ajax typique, maintenant, enfin fetch. On dispatche une action qui s'appelle get, ou post, ou put, et qui vient de la librairie Fetcher Middleware. Dedans, si jamais on a on le code du statut, et on va exécuter notre code là-dessus. Donc là, on dispatche une action. Et puis voilà, c'est assez simple à faire. Et on vient d'abstraire toute la partie configuration et tout le boilerplate au niveau des actions. On a toujours nos reducers, on a toujours notre état à gérer. Et on ne sait toujours pas si on doit aller dans le reducer ou dans l'action pour savoir où on part sa réponse HTTP. Par contre, ce qu'on a gagné, c'est qu'on a un middleware qui est là et qui s'occupe de tout ce qui est requête HTTP. Donc, on peut le remplacer en test et puis lui donner les réponses qu'il doit retourner. Et d'un coup, tester, on n'a même plus besoin de moquer HTTP. On a juste notre middleware et on le moque. Les dernières choses qui restent, cool, c'est parfait. Les dernières choses qui restent, donc c'était l'état de la requête et le parsing des erreurs, ça peut complètement être automatisé. Donc on a une librairie qui s'appelle ressources. Même moi, j'arrive pas à lire mes slides ici, mais c'est complètement faux. Normalement, c'est censé s'adapter à la taille de l'écran. Donc comment ça marche? On a une fonction qui s'appelle create resource. Donc on lui dit crée-moi une ressource qui s'appelle post et puis ça nous donne un objet. Cet objet-là, il a des méthodes qui permettent de créer des actions qu'on va dispatcher, ce qui fait que tout le boilerplate de tout à l'heure, il est vraiment parti. Il gère aussi, donc il a son reducer à lui, donc il gère aussi l'état des requêtes, ce qui fait qu'il a aussi des méthodes qu'on n'a plus besoin d'écrire, on n'a plus besoin d'écrire reducer pour savoir l'état de notre requête. Et à la fin, la seule chose qui nous reste à écrire, à part ce create resource en haut, c'est le reducer de nos données. Et lui, on prend les actions de la ressource directement. Donc post.fetch1.success, c'est quand j'ai eu un succès sur fetch1. Et en général, il n'y a rien d'autre. Sur ces 20 lignes-là, on a fait beaucoup plus que sur tout le code qu'on avait avant, en fait. Donc voilà, c'est allé un peu vite. Les styles étaient illisibles. Je suis vraiment désolé, mais on a résolu tous nos problèmes, puisque le code, la réponse, elle est forcément parsée dans le reducer et plus dans les actions en faisant ça. Les slides seront en ligne, ils seront normalement plus lisibles. Et puis si vous avez des questions, je crois qu'on est arrivé à la fin, donc il faudra les poser en haut. On a le temps d'en prendre une. Et bien, on a le temps d'en prendre une. Merci. L'une qui était posée sur Horizon. Je te laisse la lire, parce que ouais. Alors comment on fait pour throttle les appels à 1.5 ?
Alors, une approche qui est commune, c'est d'utiliser un middleware qui va faire un délai. Throttle, c'est... alors, il y en a... Celui-là, c'est ça, c'est pour éviter qu'on dispatche trop d'actions et que... Non, ça c'est des bounds. Throttle, c'est la première qui dispatche, c'est ça? C'est qui l'a posé et qui... Non, en plus c'est quelqu'un qui vient des internets, super. Toujours est-il que c'est pour gérer le flux des actions et pour pouvoir dire j'en intercepte certaines ou j'exécute celle d'après. Twitter inconnu, dit si jamais je me suis trompé. Donc soit on a des middleware qui font ça, si vous avez vraiment ce genre de logique à mettre en place, vous pouvez le mettre, vous pouvez utiliser ReduxLogic. C'est un peu nul d'embarquer RxJS juste pour ça, mais au moins il le fait directement et vous n'avez pas à vous poser de questions. Sinon, nous on le fait généralement dans nos actions et le fait de pouvoir différer. Et sinon, après, comme on peut lire l'état, on doit pouvoir mettre en place quelque chose d'un peu chiant à écrire, d'un peu chiant à lire et voilà, pour ça. Sinon, il y a dans les composants, on peut aussi se débrouiller pour inclure cette logique avec, avant d'appeler l'action, donc on la décore et c'est déjà une fonction qui va être soit memorize, soit avec un debounce, soit autre chose, et c'est ce qu'on va dispatcher. Je pense que je me suis bien emmêlé les pinceaux sur la réponse. Si jamais tu es là, je veux bien que tu me payes un jus d'orange et qu'on en reparle. Merci Julien.